bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 6e étape des rencontres du développement durable 2021 co-organisée aujourd'hui par l'Institut Open Diplomacy avec MBS, Montpellier Business School, son ancien petit nom, depuis donc l'Occitanie, pour cette journée passionnante dédiée à l'inclusion sociale qui concerne plusieurs objectifs de développement durable, la lutte contre l'extrême précarité, l'extrême pauvreté, la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes, les emplois décents, de nombreux sujets que nous allons aborder dans ce contexte de la France en transition et à la veille de la présidence française de l'Union européenne. Nous sommes toujours en pleine conférence sur l'avenir de l'Europe, ce qui vous donne à toutes et à tous les moyens de pouvoir utiliser ces débats pour nourrir vos réflexions et participer à la plateforme mise en place par l'Union européenne pour apporter vos réflexions sur l'évolution de notre Union. On va parler aujourd'hui d'un thème qui est absolument passionnant, extrêmement complexe, la cohésion sociale et en particulier le rôle que les entreprises peuvent jouer dans cet objectif, avec toujours la préoccupation des générations futures. On va évidemment s'intéresser à la notion de confiance qui est extrêmement difficile. On sait que la société est dans une défiance de plus en plus lourde et on s'interrogera enfin sur le mythe ou la réalité de la croissance inclusive à l'heure où on s'interroge de plus en plus sur la notion de décroissance. Des débats passionnants, toute la journée co-organisée avec Montpellier Business School. J'ai à mes côtés la chance d'avoir le directeur général de l'école. Merci Bruno d'être venu pour cette occasion. Mais avant de lui céder la parole, je vais donner la parole à Nadia Pelfig, vice-présidente de la région Occitanie, puisque nous avons pour chacune de ces étapes à cœur d'avoir les collectivités territoriales qui soient présentes. Et en la matière, en l'espèce du développement durable avec la loi NOTRe, les régions sont chefs de file pour assurer nos objectifs 2030. Madame Pelfig, la parole est à vous. Merci beaucoup Thomas, merci à vous tous, merci à Bruno Docas pour l'accueil au sein de Montpellier Business School, même si vous le constatez, je ne suis pas tout à fait là à vos côtés, étant aujourd'hui sur le site de Toulouse. Vraiment, une grande félicitation sur cette initiative pour les rencontres du développement durable. En réalité, si on s'interroge sur le fait de construire une société inclusive, c'est parce qu'on voit bien que certains n'ont pas tout à fait accès de la même manière aux mêmes droits que les autres. Et qu'il s'agit, en tout cas dans les valeurs que nous souhaitons porter pour un monde meilleur demain, que chacun puisse avoir accès aux mêmes droits, en tout cas, qu'on ait cette volonté de lutte contre les inégalités sociales, territoriales, qui se traduisent de plus en plus dans les inégalités d'accès, notamment à un bout de verdure pendant un confinement, à la qualité alimentaire, des difficultés d'accès à l'eau dans d'autres endroits de la planète, des inégalités en matière de lutte contre le changement climatique et de ses impacts, et on voit les différentes vagues de migration. Alors évidemment, face à ces urgences climatiques, démocratiques, économiques, sociales, il y a la mobilisation de tous qui est indispensable, mais au niveau d'une collectivité locale telle que la région Occitanie, il s'agit pour nous de mettre en œuvre des politiques publiques qui soient correctrices de ces inégalités et au-delà du fait de corriger, de pouvoir poser des trajectoires d'orientation de nos politiques afin de transformer le modèle, notamment le modèle économique, mais également le modèle territorial, bref, le modèle de développement d'un territoire. Alors souvent, il y a des échanges, et y compris des prises de position, notamment depuis la pandémie et le premier confinement, sur la manière de faire qui serait différente d'avant. Il y avait même au préalable de ça un certain nombre de consciences sur la nécessaire lutte contre le changement climatique et les objectifs de développement durable qui ont généré et fondé finalement ce mouvement Open Diplomacy ont été évidemment antérieurs à la pandémie. Pour autant, on voit que, et Greta Thunberg l'a redit récemment, en utilisant l'expression de « mais on est souvent sur du bla 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 », signalant ainsi que au-delà du bla 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 bla, il y avait la nécessité cruciale désormais d'agir de manière significative et concrète. Et c'est une des raisons pour laquelle nous avons nous adopté en région Occitanie ce qu'on a appelé le pacte vert. Dans un premier temps, on travaillait sur ce qui s'appelait le Green New Deal,
Et puis, ça a été le vert, en bon français, qui a été adopté et qui se voulait aussi être une réponse construite avec les citoyens et les citoyennes. Du coup, un mot de la méthode sur ce pacte vert, qui est le premier Green Deal adopté par une région en Europe. On en est très fiers, mais surtout, on n'exige aucune exclusivité sur ce sujet et on souhaiterait que l'ensemble des territoires puissent adopter des pactes verts. Au-delà du pacte, qui aurait justement peut-être l'inconvénient d'être une déclaration d'intention, il s'est agi pour nous de le décliner en mode opératoire dans différents champs des politiques publiques conduites par la région. Vous le rappeliez, Thomas, la loi NOTRe nous a donné un certain nombre de compétences, notamment la compétence renforcée en matière économique ou d'être chef de file des collectivités en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Et il s'est agi pour nous de s'appuyer sur ces compétences renforcées pour pouvoir mettre en œuvre différents niveaux de politique. Et puis, l'échelon régional nous semble pertinent pour agir, puisqu'on est à la fois en proximité, et c'est particulièrement le rôle de nos maisons de la région qui sont présentes dans chaque des 13 départements, et parfois il y en a deux quand ces départements comme le Gard ont des bassins de vie très différenciés entre Nîmes et Alès. Donc une proximité, mais également un échelon qui nous permet d'être un interlocuteur au niveau européen et avec d'autres régions dans le monde, puisqu'on a une taille critique suffisante pour mettre en place des politiques structurantes, notamment en matière de mobilité. Sur le pacte vert, vous donnez à la fois la manière dont ça s'est déroulé, c'est-à-dire une prise de conscience de la nécessité d'agir, de mettre des politiques concrètes, de se dire qu'on ne peut pas le faire exclusivement avec des experts déclarés comme tels dans le champ de la recherche ou dans le champ de l'entreprise, mais d'y associer les citoyens. C'est le moment du coup où nous avons tiré au sort parmi un fichier de un peu plus d'1 million de citoyens d'Occitanie. Je vous rappelle que nous sommes 6 millions d'habitants. Au final, au terme d'un processus de tirage au sort relativement complexe qui se veut représentatif à la fois des femmes et des hommes, des différentes tranches d'âge et l'ensemble des territoires, 100 citoyens ont participé à la Convention citoyenne pour mettre en œuvre le pacte vert. Ils ont fait émerger de par des discussions dites d'intelligence collective et d'idéation et vos principes de fonctionnement et les ateliers comme celui d'aujourd'hui qui se tiennent dans la France entière s'appuient aussi sur cette conviction qu'on est plus intelligent ensemble et en capacité d'échanger. En termes de ces travaux d'échange en atelier, en plénière, ils ont proposé un certain nombre de priorités qui ont été proposées au vote des habitants de la région Occitanie. La première préoccupation qu'ils ont fait apparaître, c'est on veut améliorer la qualité de vie du plus grand nombre à travers un modèle plus durable. Et pour eux, c'est passé en priorité par la mise en place d'une meilleure alimentation, plus locale, plus bio, et donc des aides à la conversion des agriculteurs dits ordinaires classiques vers une agriculture à minima raisonnée et en conversion vers le bio. La lutte contre le gaspillage, les financements des politiques en matière d'économie circulaire. Et nous avons décidé, par exemple, à la suite de cette décision, de mettre en place un plan qui est très focus sur la construction durable pour que les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées aux politiques de construction et d'habitat soient diminuées en favorisant de la construction avec, par exemple, de la terre crue, en favorisant des constructions bois avec des essences qui sont endogènes en Occitanie. Bref, quand je vous dis économie circulaire, économie locale, ça doit se traduire ensuite dans les différents champs de nos politiques publiques, y compris quand nous sommes, nous, l'acheteur public, comme quand nous construisons des lycées ou des bâtiments, de s'assurer que nous sommes fidèles aux valeurs qu'on veut promouvoir pour les acteurs de notre territoire et qu'on se les applique d'abord évidemment à nous-mêmes. Sur ce cas, le développement des mobilités douces,
est arrivé en troisième priorité sur l'amélioration du bien-être quotidien des habitants. Je vais vous donner ces exemples de priorités. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est la manière dont on a décliné sur l'ensemble des sujets. Quand on parle, par exemple, de relocalisation ou d'autonomie souveraine, évidemment, c'est bon pour l'emploi, mais c'est évidemment bon dans les impacts climatiques. Si vous avez des fournisseurs, des clients qui sont locaux, alors les produits, les biens, évidemment, voyagent beaucoup moins que si vous faites venir des poutrelles métalliques de l'autre bout de la planète, avec les problématiques d'ailleurs de logistique qu'on a pu voir ces derniers mois avec des ruptures de certains produits qui venaient de trop loin ou des conteneurs qui ont été quelque temps bloqués dans le canal de Suez. Simplement, dire qu'on va consommer local, produire des biens avec du sourcing local, ça se décrète pas finalement. Surtout quand on a eu une politique industrielle absente pendant des années et que finalement le découpage des activités économiques dans la planète avait été plus ou moins admise par le plus grand nombre, en tout cas par ceux qui décidaient des flux de biens et de marchandises. Du coup, il faut mettre en place des outils. Signer des tribunes sur Vive la relocalisation, c'est bien d'un point de vue médiatique, mais ça fonctionne pas du tout de manière opérationnelle. Du coup, nous, il y a un outil qu'on a créé qui s'appelle l'ARIF, l'Agence régionale des investissements stratégiques, qui nous permet d'entrer au capital d'entreprises nouvellement créées quand elles s'inscrivent sur des domaines de l'autonomie énergétique. C'est ce que nous avons fait par exemple avec la création de Genvia, qui s'adosse notamment aux investissements de l'entreprise Schlumberger, qui est située à Béziers. C'est un grand groupe internationaux avec lesquels nous créons une société pour produire des projets très beaucoup. Nous parions beaucoup sur l'hydrogène vert. On a mis un plan à 150 millions d'euros. L'hydrogène, ça permet dans le chaînage énergétique de stocker de l'énergie de manière beaucoup plus importante que tout ce que vous connaissez et de manière moins polluante. Nous voulons du coup, avec Genvia, démontrer qu'on peut faire de l'hydrogène vert moins cher et que ça peut être appliqué ensuite aux instruments de mobilité. Ces exemples très concrets pour vous dire que quand on s'applique à décliner des objectifs du développement durable à travers un outil qui s'appelle le Pacte vert, qui a été conçu sur la base de l'expertise citoyenne conjuguée avec de l'expertise, que derrière on le met en place avec des dispositifs où on a embarqué l'ensemble de nos directions, de nos administrations, qu'on a doté de budgets et d'objectifs, alors oui, on est en capacité de transformer le modèle de développement. Sans cette étape, association des citoyens, pose du diagnostic, volontarisme politique en mettant des ressources humaines et des budgets, en définissant des objets précis et en se donnant un calendrier et un rétroplanning, alors les choses n'évoluent pas. Du coup, je pense qu'il faut qu'on s'applique à mettre en œuvre, à tester, à expérimenter des modèles et à faire en sorte que lorsqu'ils sont bons, on soit en capacité de les dupliquer. En Occitanie, le pari, c'est qu'on soit bon et peut-être référent demain sur l'aviation verte et l'aviation durable, sur la question des nouvelles motorisations à la place de la motorisation thermique et notamment en utilisant l'hydrogène, sur la question de l'alimentation durable et la relocalisation d'un certain nombre d'activités industrielles liées à l'alimentation, par exemple la production de sachets pour les farines, la rupture de farine étant pas liée à la rupture de blé dur, mais au fait qu'on ne savait pas les ensacher en France. Et donc, c'est là qu'est devenue la rupture. C'est fou, mais c'est comme ça. Et sûrement que dans d'autres régions, ils vont être sur d'autres segments. Et l'objectif, c'est ensuite de pouvoir généraliser et d'échanger ces politiques publiques à la condition que, et ça sera ma conclusion, qu'au niveau central, il soit plus fait confiance au territoire. Et qu'une forme de décentralisation permette aux territoires les plus avancés sur certains sujets, on n'est pas bon sur tout, mais on peut être bon sur des sujets en particulier, on puisse démontrer, expérimenter et qu'ensuite ça puisse être dupliqué, généralisé. Mais pour ça, il faut faire confiance aux citoyens, aux chercheurs et aux forces vives dans notre territoire, à notre jeunesse. Et à Montpellier Business School, il y a beaucoup d'initiatives qui vont dans le bon sens en matière de développement durable. Et puis ensuite accepter que ça soit généralisé et donc écouter les territoires et celles et ceux qui y habitent. C'est ce que vous faites et un grand merci pour ça. Merci beaucoup, Madame la Vice-Présidente. Merci pour ces mots qui sont
je crois, au cœur de ce qu'on essaye de faire. Vous l'avez démontré tout du long. Je vais juste d'une phrase le dire parce que quand vous dites que vous avez fait émerger par l'intelligence collective, et c'est l'objectif de toutes ces rencontres du développement durable, la priorité numéro 1 et qu'elle s'appelle améliorer la qualité de vie du plus grand nombre, c'est la traduction en bon français du slogan des objectifs de développement durable. Leave no one behind, ne laissez personne de côté. Et c'est intéressant parce que là, on est vraiment dans la démonstration par la preuve des circonstances et des actions que du niveau global au niveau local et du niveau local au niveau global, il faut agir. C'est tout le sens de ce que l'on a l'intention de faire avec les rencontres, c'est-à-dire d'aller d'une région à l'autre. On vous en remercie chaleureusement. Et dans les acteurs qui ont les pieds et les racines dans l'Occitanie et le cerveau bien branché à l'échelle internationale, on a évidemment Montpellier Business School, MBS, je le disais tout à l'heure, plus de 70 partenariats universitaires internationaux dans des pays, je ne connais même pas le chiffre, tellement 170, le chiffre est impressionnant. Bruno Ducasse, vous qui êtes le directeur général de cette école, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi de co-organiser avec nous ces rencontres? Déjà depuis l'année dernière, c'était un bon succès ensemble. Et surtout sur ce sujet des sociétés inclusives, ça correspond à ce qu'est l'école aussi, dans son ADN, et je crois dans ce qu'elle a l'intention de faire. Mais, cher Thomas, permettez-moi tout d'abord de saluer mesdames les ministres, mesdames les députés, madame la vice-présidente de la région Occitanie, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les intervenants, les étudiants qui nous suivent, qui vont intervenir aujourd'hui. Cher Thomas, merci beaucoup d'avoir permis à MBS de s'associer à Open Diplomacy pour cette co-organisation de l'étape Montpellier-Rennes à MBS de ces deuxièmes RDD. Alors pourquoi MBS a souhaité absolument être partie prenante de ces RDD cette année sur le thème de l'inclusion? C'est parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. C'est le pilier du développement de MBS depuis une vingtaine d'années. Inclusion et diversité sont souvent étroitement liées. Et nous pensons, et moi j'en suis particulièrement convaincu, que les grandes écoles de management ont un rôle à jouer pour être plus ouvertes à cette diversité, pour être plus inclusives, et qu'il faut que l'ascenseur social progresse beaucoup plus rapidement qu'aujourd'hui dans les grandes écoles de management. Alors, à MBS, nous y travaillons à notre échelle, bien entendu, mais c'est avec les petits pas que chaque école, chaque citoyen peut adopter que nous pourrons réellement progresser. À titre d'exemple, au sein de l'école, nous avons mis en place donc l'apprentissage. MBS, c'est l'une des écoles pionnières en matière d'apprentissage, en matière d'alternance en général. Ça fait plus de 20 ans que nous la pratiquons. Et aujourd'hui, ça fait en sorte que nous avons 50% des étudiants qui sont alternants. On est à plus de 1600 alternants cette année. Et donc des étudiants qui ne payent pas leur droit de scolarité. Parce que la première barrière pour rentrer dans une grande école de management en France, et un peu partout dans le monde, c'est pas une barrière académique, il ne faut pas s'y tromper, c'est une barrière financière. Donc le fait de ne pas payer ses études, ça permet déjà à beaucoup plus d'étudiants de milieux sociaux plus modestes d'avoir accès à des études dans une grande école. Quelques chiffres, nous avons aujourd'hui 55% d'étudiants qui sont ce qu'on appelle répondants aux critères sociaux et 30% d'étudiants qui sont issus de classes sociales modestes. Nous sommes aujourd'hui en France, la grande école de management qui a le plus donc d'étudiants de classe sociale modeste par rapport même aux écoles d'ingénieurs. Et comme je le disais tout à l'heure, on ne renie pas, on ne néglige pas la qualité académique. À titre d'exemple encore, très récemment, MBS vient d'entrer dans le prestigieux classement de Shanghai. Nous sommes la seule grande école de management autonome, indépendante, sans être classée avec un groupe d'universités, à figurer dans ce classement de Shanghai. Donc ça veut bien dire que nous savons inclure, mais nous ne négligeons pas, bien entendu, nous ne transigeons pas sur la qualité académique. Alors l'éducation, c'est un temps long. C'est pas en 1 an ou en 2 ans qu'on peut transformer la société. Et c'est pourquoi nous œuvrons à transformer les étudiants qui arrivent à MBS au sein de l'école pour faire en sorte que ce soit des managers de ce que j'appelle moi, la transition écologique, même économique responsable. Et l'inclusion est l'une des valeurs importantes dans cette transformation. Alors,
Cette inclusion et cette responsabilité sont au cœur de nos pratiques pédagogiques. Tous nos professeurs, bien entendu, sont sensibilisés à ces valeurs et les étudiants reçoivent des enseignements qui sont dédiés à la RSE en général, avec un focus sur tout ce qui touche à la diversité et à l'inclusion. On a environ 200 heures par an au sein du programme Grande École qui sont consacrées à ces questions. Et puis nos étudiants participent aussi à des activités, à des ateliers, notamment par exemple pour ce qu'on appelle en pré-master, les challenges sur les objectifs de développement durable, pour qu'ils puissent non seulement être sensibilisés, mais contribuer à leur échelle à atteindre ces objectifs. Nous avons également en deuxième année un séminaire d'entrepreneuriat social et en troisième année un séminaire leadership responsable. Et puis pour que dans une grande école de management, on puisse faire passer ces messages et agir pour cette transformation, nous avons des enseignants-chercheurs engagés, notamment à travers trois chaires. Trois chaires qui travaillent sur tout ce qui va être inclusion, diversité, inclusion. Une chaire finance sociale et durable, une chaire entrepreneuriat social et inclusion, et une chaire intitulée MIND, management inclusif et engagement sociétal, dont d'ailleurs deux des co-titulaires vont intervenir tout à l'heure, Dr Marilyn Meyer ce matin et Dr Magali Marais cet après-midi. Nos enseignants-chercheurs produisent des travaux qui, pour 25% d'entre eux, touchent directement à la RSE et à l'inclusion. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fortement ancré dans les valeurs et dans les pratiques au sein de MBS. Nous proposons aussi, pour sensibiliser nos étudiants et pour qu'ils aillent plus loin, des certificats professionnalisants. Donc ça, c'est en troisième année du programme Grande École, hein, en M2. Je vous en cite quelques-uns. Diversité et management inclusif, finance durable, management des projets de transformation écologique et solidaire, management et entrepreneuriat dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et l'ensemble de ces certificats vont associer l'expertise de nos enseignants-chercheurs à celui de nos entreprises partenaires. Parce que l'objectif, c'est pas d'être dans un enseignement hors sol, mais d'être vraiment appliqué à l'entreprise. Parce que c'est dans l'entreprise qu'on va pouvoir changer les habitudes et faire prendre conscience qu'une entreprise inclusive est une entreprise qui a plus de valeur et plus de performance. C'est pas un gros mot, la performance. C'est pas parce que on prône la diversité et l'inclusion qu'on ne prône pas la performance, mais une performance un petit peu différente d'une société qui n'agirait que pour faire des profits. Et puis nous ouvrons, à partir de janvier 2022, un parcours d'excellence pour les étudiants volontaires qu'on a intitulé Act for Change, qui va proposer aux étudiants un enseignement exigeant hors curriculum, donc vraiment pour des volontaires, entièrement dédié à la transition sociale et environnementale. Alors, ce parcours va s'appuyer sur la force et la qualité de nos travaux de recherche de nos enseignants, sur les chaires que je vous ai citées tout à l'heure, et puis sur la volonté de nos étudiantes et de nos étudiants d'œuvrer pour la transition écologique responsable. Ce parcours a pour vocation de former vraiment des futurs ambassadeurs qui, après, dans la société, dans l'entreprise, vont prôner ces valeurs et vont agir réellement pour que les choses changent. En conclusion, je dirais que MBS n'a qu'une seule ambition, c'est d'être reconnu au niveau national et même international comme l'école, la grande école de management de l'inclusion. Parce qu'une société inclusive, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi une société plus performante. Et c'est pourquoi c'est un honneur pour moi et pour MBS de co-organiser cette journée sur ce thème qui, vous l'avez compris, est au cœur de notre stratégie et de notre développement. Merci encore, cher Thomas. Merci beaucoup, Bruno. C'est passionnant de voir à quel point on peut être à la fois un intellectuel et dans l'action. J'emploie toujours cette formule de Bergson, penser en homme d'action et agir en homme de pensée. Je crois que la démonstration à la fois de la recherche et la transformation de votre campus, de votre vie académique, de vos inscriptions joue énormément et que c'est la connexion entre les deux qui rend tout ça parfaitement authentique et avec des résultats probants. Merci beaucoup, Bruno. Merci à tous les enseignants-chercheurs, toutes les équipes de Montpellier Business School, leurs étudiants qui se sont mobilisés dans la co-organisation de cette journée avec l'Institut Open Diplomacy. On s'arrête là pour cette entrée en matière et on se donne rendez-vous à 9h35
Pour la première table ronde intitulée « Société inclusive, société au pluriel proactive », nous allons réfléchir à la façon dont les entreprises, comme Bruno le disait à l'instant, contribuent directement à la résolution du problème de la cohésion sociale. A tout de suite.